Une mère de 2 enfants a été tuée devant chez elle, apparemment par son ex-petite amie, après avoir signalé sur Facebook qu'il la traquait. Sa famille affirme qu'elle a tout fait correctement, qu'elle est allée voir la police, qu'elle a obtenu une ordonnance de protection, mais sa vie lui a tout de même été enlevée. Nous découvrons comment la police gère les situations de violence domestique potentiellement mortelles avec un ancien adjoint du shérif et officier du Special Weapons and Tactics. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law et Crime, je suis Jesse Weber. Maria Samuels, 34 ans, surnommée Raya, a vécu ces dernières heures dans la peur. Cela s'est produit après qu'elle aurait été prise pour cible par son ex-petit ami David Eugene Wright, âgé de 50 ans. Le corps de Samuels a été retrouvé criblé de balles devant la maison qu'elle partageait avec son père à Minneapolis le 14 septembre. Et alors que la police commençait à enquêter sur l'auteur possible de cet acte brutal, ils ont découvert que Samuels elle-même avait publié sur Facebook, juste avant d'être abattue, des messages très inquiétants. Elle a écrit à 7h45 heure centrale: j'essayais de rester silencieuse, mais me traquer à 4 heures du matin et la police ne fait rien ou n'a rien fait à part lui remettre une ordonnance de protection. Et clairement, ça ne sert à rien, ça ne fait rien du tout. On constate la frustration de Samuels après un schéma documenté de violence de Wright. À présent, la police pense qu'elle a été abattue près de sa voiture seulement 8 minutes après avoir posté ce message. C'est selon un reportage du Tri-City Herald. Samuels avait aussi diffusé avant sa mort des images de vidéosurveillance qui, selon elle, montrent Wright la frappant plusieurs fois. Elle a écrit que Wright, je cite, ne contrôlait pas ses émotions et la touchait. Elle a aussi dit qu'il avait menacé sa famille et abîmé sa voiture à cause de la rupture. N'oubliez pas, il s'agit d'un homme de 50 ans, d'accord? Pour débattre des causes de cette fusillade, de la réaction et des coulisses, j'invite l'ancien adjoint du shérif et membre du Special Weapons and Tactics, Chad Ayers, sur le plateau. Chad, heureux de te voir. Merci beaucoup pour ton temps. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Désolé que nos retrouvailles se fassent ainsi. Les relations impliquant la violence domestique sont des sujets dont nous parlons beaucoup ici. Ce sont parmi les situations les plus dangereuses pour les victimes et les policiers chargés de les désamorcer. Parle-nous-en. Commençons par le point de vue des forces de l'ordre, selon mon expérience. Je souhaite ensuite approfondir ce sujet. C'est vrai, les violences domestiques sont imprévisibles et les forces de l'ordre y font face chaque jour. On est formé à se garer à distance lors d'interventions, surtout pour des violences domestiques, sans jamais s'arrêter juste devant la résidence. On a vu de nombreux agents se faire piéger dès leur sortie de voiture de patrouille. En passant du côté des violences domestiques, écoutez, on a un problème vraiment grave dans tout le pays avec les violences domestiques. Malheureusement, la Caroline du Sud, mon état d'origine, reste l'un des premiers endroits du pays où des femmes sont tuées dans des relations domestiques. Je m'adresse principalement aux dames parce que, vous savez, évidemment, la plupart des violences domestiques impliquent, vous savez, que la femme soit la victime. Je comprends que les hommes peuvent être victimes, mais il est important pour elles de comprendre que si vous vivez dans une relation abusive, vous devez partir. Ça ne finira jamais, je sais. On appelle ça le cycle de la violence. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que ça commence par une phase de montée de tension, n'est-ce pas? Tu sais, quand tu sors avec quelqu'un, il peut y avoir des remarques dégradantes, des doigts pointés, voire une prise au poignet. Puis, cela devient une phase explosive où la prise au poignet se change en coup de poing. Cela correspond à la phase de lune de miel. Je suis désolé, il va t'offrir des cookies ou un sac à main. Ça n'arrivera plus jamais. Ça ne finira jamais. Donc, je pense que c'est très important que vos spectateurs et toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui sachent qu'il existe des ressources pour les aider. La ligne nationale d'assistance contre la violence domestique est le 1-800-799-7233. Ici, si votre cas va demander de l'aide et contacter quelqu'un. Je vous remercie de l'avoir mentionné. Nous allons aussi l'afficher là-haut. Je veux revenir sur ce qui s'est passé ici, car c'est un cas unique, mais pas tant que ça quand on examine des situations similaires. Je veux parler de Samuels. Selon une cagnotte GoFundMe de sa famille, elle était mère de 2 garçons et toiletteuse pour chiens. Ses réseaux sociaux sont remplis de photos de ses voyages, y compris de récentes vacances à Punta Cana. De retour à Minneapolis, elle faisait face à une situation terrifiante avec son ex, David Wright, qu'elle avait fréquenté quelques mois selon sa famille. D'après des documents judiciaires consultés par le Minnesota Star Tribune, Samuels avait demandé au tribunal une ordonnance de protection pour elle-même et son fils de 11 ans qui a été accordée. Et cette requête exposait de graves accusations contre Wright,
notamment qu'il lui aurait dit qu'il allait faire exploser sa maison. Samuels a déclaré dans sa demande de protection que le 21 août, Wright l'avait suivi jusqu'à une maison où elle déposait son fils, l'avait confronté dehors, frappé avec une arme et lui avait donné des coups de poing. Et la requête précisait également, selon le Tribune, qu'il l'aurait saisi à la gorge tout en tenant l'arme et aurait menacé de lui tirer dessus. Alors Chad, quand tu entends ça, certains diront « une ordonnance de protection, ce n'est qu'un papier ». Que peuvent faire les forces de l'ordre? Y a-t-il un moyen de vraiment faire respecter cela? Quel est ton avis là-dessus? L'avantage des ordonnances de protection est qu'une fois obtenues, elles sont inscrites dans le National Crime Information Center, la base de données du Centre national d'information criminelle. Les ordonnances de protection sont valables partout, pas seulement dans ta ville ou ton État. Elles s'appliquent à l'échelle nationale. Donc, si pour une raison quelconque, le conjoint est toi, ou si tu déménages ou pars en vacances et que cette personne se présente là-bas, l'ordonnance peut être appliquée. Mais comme toujours, GSC, ce n'est qu'un papier et les forces de l'ordre ne sont pas avec toi en permanence. Du point de vue des forces de l'ordre, il y a une pénurie de policiers dans tout le pays. Mais je crois vraiment que dans une situation comme celle qu'on vient de voir avec Samuels ici, c'est horrible de savoir qu'elle a suivi toute la procédure pour essayer de se protéger. Et malheureusement, le mal a trouvé un moyen de le faire. Ma vie de reporter, journaliste et présentateur est exigeante. J'ai besoin de carburant pour garder mon énergie toute la journée. Beaucoup de ces encas, comme les bars et compléments, ce sont un vrai désordre avec des étiquettes trompeuses et des ingrédients compliqués. Je suis donc très heureux de notre partenariat avec Équipe. Ils privilégient la vraie nourriture, la transparence des sources et des tests tiers grâce à une approche de nutrition brute. Aucune toxine ni agent de remplissage. Leur barre Prime est différente des autres barres protéinées. C'est une barre super alimentaire au bœuf nourri à l'herbe au goût de dessert. Contrairement aux sirops industriels et huiles de graines, Équipe utilise de vrais ingrédients comme 20 kg de protéines élevées en pâturage, des dattes et du miel pour une douceur naturelle. J'en garde toujours une boîte sous la main pour quand j'ai besoin de cette petite douceur en milieu de journée. Et vous pouvez en faire autant sur equips.com/sidebar. Vous allez adorer ces barres saines et délicieuses qui deviendront vite un incontournable pour votre famille. Au fait, Eki offre à mon public une offre incroyable. Cliquez sur le lien ici ou rendez-vous sur equippedfood.com/sidebar. Utilisez mon code promo sidebar. Profitez de 20% sur votre première commande ou 35% sur votre premier abonnement. Alors merci à Eki pour avoir créé la meilleure barre du marché et pour leur partenariat avec nous. Je suis heureux que tu aies évoqué la pénurie dans les forces de l'ordre. Idéalement, le système devrait permettre qu'une personne obtenant une ordonnance de protection ait une surveillance policière de 48 à 72 heures, sans forcément une protection rapprochée, mais au moins une surveillance de son domicile. Je parle des personnes qui demandent une ordonnance de protection. Parce que je me demande, et tu le sais sûrement mieux que moi, dans les situations où cette ordonnance est délivrée, ne vois-tu pas des violations potentielles de cette ordonnance de protection? Des gens qui, tu sais, vont peut-être confronter cette personne peu de temps après l'ordonnance de protection, peut-être, peut-être pas. Dans un monde idéal, ce serait génial, non? À 100%, ce qui frustre les forces de l'ordre, c'est qu'on constate souvent l'inverse. La victime, après avoir obtenu l'ordonnance de protection, envisage au bout de quelques semaines de renouer le contact. J'ai vu. Un changement dans la vie de cette personne. Maintenant, je ne peux pas simplement inviter cette personne chez moi, d'accord? C'est toujours une violation de cette protection où vous devez retourner devant les tribunaux pour qu'elle soit annulée ou supprimée. Mais il faut mettre quelque chose en place, que ce soit une présence policière accrue, vous savez, des patrouilles devant la maison ou même dans le même esprit. Pas que quelqu'un veuille quitter sa propre maison ou son appartement pour aller ailleurs, mais les placer dans un endroit sécurisé ou un refuge pour la même chose. 42-72 heures pour laisser retomber la situation. Malheureusement, cela se constate dans toute activité criminelle. Si quelqu'un décide qu'il veut commettre un acte de violence, il va le faire. Donc, vous savez, avoir plus de formation. Vous savez, quand cela arrive, encourager les victimes à vraiment être conscientes de leur environnement. Vous savez, avant de sortir, restez loin des réseaux sociaux, ne pas publier où vous êtes. Écoutez, je ne cherche pas à excuser cela. Cette chose qui s'est produite. Encore une fois, en comprenant la gravité, même des organisations privées, comme de nombreuses associations pour les femmes battues, existent ici. Si nous pouvions mettre en place un programme communautaire avec une sécurité armée. Cela fait donc partie de cette ressource associative. Un agent de sécurité armé, parfois en civil ou dans une voiture ordinaire, stationné devant votre domicile pour dissuader et renforcer votre sécurité. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant.
Le Tribune rapporte que la police de Minneapolis n'a pas transmis l'affaire au procureur au district attorney parce que Samuels aurait dit aux agents qu'elle ne voulait pas engager de poursuite. Un porte-parole de la police a déclaré au journal qu'un agent de liaison avait contacté Samuels, l'avait aidé avec l'ordonnance de protection et discuté d'un plan de sécurité. C'est intéressant parce que quand on y pense, l'idée de poursuivre une affaire sans la coopération de la victime présumée, il n'est pas nécessaire que la victime elle-même porte plainte, n'est-ce pas? La décision de poursuivre revient au procureur, mais la coopération de la victime, elle est nécessaire pour réussir l'affaire. Donc je veux dire, hein, c'est un vrai défi ici, non? Encore une fois, pour revenir à l'aspect de la coopération dans ce type de relations intimes, vous savez, très souvent, la victime ne veut pas coopérer. Je suis mandaté par la loi en Caroline du Sud. Si une victime craint pour sa vie, sa sécurité ou montre des signes de violence, la loi m'oblige à obtenir un mandat ou à arrêter le suspect s'il est présent. Donc, encore une fois, je ne connais pas toutes les questions juridiques à ce sujet. Les forces de l'ordre doivent enfin prendre cela au sérieux partout, car lorsqu'on minimise ou qu'on parle simplement de violence domestique, j'en ai déjà traité 5 aujourd'hui. Chaque affaire est unique et chaque victime a vécu l'enfer. Nous devons agir, c'est ce qu'on attend de nous. C'est notre travail d'aider les gens et nous devons faire mieux à ce niveau-là, Jesse. Les dossiers du tribunal indiquant que Wright a reçu la requête d'ordonnance de protection le 29 août. Mais que s'est-il passé? Les enquêteurs pensent donc que Wright a confronté Samuels devant chez elle 2 semaines plus tard, alors qu'elle sortait de son SUV. La tante de Samuels, Caroline Brooks, a dit à Columbia Broadcasting System News Minneapolis: il l'a traqué, il a cherché, observé, tourné dans le quartier, et il l'a eu. La sœur de Samuels affirme que Samuels lui a dit que Wright enfreignait l'ordonnance de protection en envoyant des textos. Nous savons maintenant que Samuels est morte, son corps retrouvé avec des blessures par balle. Le Tri-City Herald rapporte qu'elle a été abattue de 10 balles. Le Minnesota Star Tribune rapporte que la police a trouvé 15 douilles usagées à proximité. Je veux dire, ça veut dire quelque chose, non? N'est-ce pas? Quand on regarde cette preuve, ça en dit long sur cette prétendue attaque. Personnel? Oui. N'est-ce pas? C'est ce que ça te signale? C'est ce que ça me signale. Regarde, on a vu cette horreur presque de près, n'est-ce pas? C'est personnel. Jesse, on en parlait, cette violence me rappelle presque l'affaire Murdoch qu'on a couverte. Tu sais, quand les gens ont commencé à avancer cette théorie que c'était juste un meurtre aléatoire, non, on sait que ce n'est pas le cas. Chaque fois que je vois toutes ces scènes de crimes atroces où plusieurs coups de feu sont tirés façon exécution, il y a plus que juste une fusillade aléatoire. C'était personnel et je pense que les enquêteurs l'ont vite compris. Les forces de l'ordre avaient clairement un suspect à poursuivre, il suffisait de voir sa dernière publication. J'en ai encore des frissons après avoir suivi cette histoire. Quelques minutes après avoir averti ses abonnés, ce type me harcèle. Il me suit, j'ai peur. Elle est morte. Selon une plainte pénale consultée par le Tribune, il y a un témoin dans une maison voisine qui a déclaré à la police qu'il avait regardé par sa fenêtre après avoir entendu des coups de feu et des cris. Il dit avoir vu Samuel s'allonger dans la rue, une jambe partiellement à l'intérieur d'un SUV. Il dit avoir vu quelqu'un retirer des objets de l'intérieur de la voiture, y compris un vélo. Un autre témoin aurait dit aux policiers que le tireur avait tenté de faire sortir Samuels pour prendre la voiture, mais a eu du mal avant de fuir à vélo. La police aurait visionné les vidéos de surveillance voisines et identifié Wright comme tireur. Il est accusé de meurtre au second degré et de possession illégale d'une arme à feu. Des images de surveillance, des témoins potentiels, à quel point est-ce crucial? Énorme. Et si cette affaire va jusqu'au procès, soyons honnêtes, les jurés veulent avoir des preuves matérielles. Tu as assez de preuves de circonstancielles, c'est bien. Mais aujourd'hui, les gens veulent des preuves matérielles. Ils veulent voir des sonnettes connectées. Ils veulent voir et entendre des témoignages oculaires. Ce voisin sera la clé, se tournant vers le jury pour désigner l'accusé et dire « c'est lui qui l'a tué ». Et il y a des caméras partout. Je ne pense pas. J'étais juste, tu sais, on a aussi parlé de la fusillade de Charlie Kirk. Nous avons beaucoup parlé ici des caméras et des images de surveillance omniprésentes. L'époque où l'on pouvait s'en sortir avec n'importe quel type de crime est révolue. Avec la technologie d'aujourd'hui, Le système de caméra? oui, de l'acide désoxyribonucléique de contact. Je veux dire, en quelques heures à peine, les ressources existent pour que, vous savez, si je laisse ma main sur cette table ici et que vous récupérez l'acide désoxyribonucléique, si un membre de ma famille avait fait un test 23,5 ou similaire, ils auraient eu un résultat immédiat.
L'affaire Brian Kohlberger en est un parfait exemple. Donc oui, la technologie est essentielle pour les forces de l'ordre. Même chose pour le suivi des véhicules et les données des téléphones portables. Difficile d'échapper au crime aujourd'hui. Messieurs les agents, Wright a été retrouvé et placé en détention moins de 24 heures après la fusillade. Il est détenu sous une caution d'1 million de dollars. Dans le Minnesota Star Tribune, Paul Walsh rapporte que lors d'un interrogatoire en prison, Wright a dit « Je ne vais pas me battre contre cette situation. Ce ne sera pas une affaire âprement disputée. » Il a également encouragé la police à lire les messages textes entre lui et Samuels afin qu'ils comprennent pourquoi il l'a tué. C'est choquant, c'est le moins qu'on puisse dire. Presque comme un sociopathe. Que signifie cela? Je suis justifié. Ce n'est probablement pas légalement défendable. Aucune. Mais Est-ce que vous voyez ça souvent après que quelqu'un aurait commis un crime horrible? Je vais juste vous dire ce que vous devez savoir. non, pas du tout. Très souvent quand c'est aussi horrible. La plupart du temps, ils gardent simplement le silence et comptent sur les enquêteurs du bureau du procureur pour rassembler les preuves. Très rarement on voit cela et encore moins on peut justifier la raison derrière. Je veux aussi évoquer un instant le rôle important des réseaux sociaux dans cette affaire. Donc Samuels et Wright semblaient tous les deux être des utilisateurs actifs, publiant des photos, des mises à jour de statut, mais ils avaient des points de vue très différents sur leur relation quand on regarde cela. Par exemple, Samuels a écrit le 24 août « J'ai partagé mon expérience pour encourager chacun, peu importe le genre, à prioriser son bien-être et à partir dès les premiers signes de problème. Restez vigilants, ne négligez pas les signaux d'alerte. J'apprends encore. Il n'était jamais trop tard, sauf quand il l'est. Restez bénis, il est glaçant de savoir que dans quelques semaines, elle serait morte. » Mais sur Facebook et TikTok, Wright partageait des photos de lui avec Samuels, semblant former un couple amoureux, disant des choses comme « ça m'a manqué ». Est-ce inhabituel de... Vous, non, je crois que vous faites face à une personne manipulatrice et narcissique. On ne peut donc pas raisonner ou justifier avec ces personnes. Écoutez, j'ai déjà été en couple avec une personne narcissique par le passé. Vous ne pouvez pas, vous savez, raisonner avec ces individus. Ils croient vraiment dans leur tête à ce qu'ils croient. Et donc, t'entendre lire ces messages de Samuels est franchement l'une des choses les plus glaçantes que j'ai jamais entendues. Elle agit sur les réseaux sociaux pour aider d'autres personnes vivant la même situation. Mais quelques semaines après sa publication, elle sera brutalement assassinée. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que M. Wright est accusé d'avoir commis un crime violent. Discutons de la façon dont les dossiers judiciaires du Minnesota révèlent que le casier de M. Wright date de 1992. Il a alors été condamné à 5 ans de prison pour vol à main armée. Depuis lors, son casier judiciaire est rempli de condamnations, y compris pour trouble à l'ordre public, outrage au tribunal en mars 2008, agression au 5e degré et violence domestique en avril 2010. Selon la police, Wright était en liberté surveillée lors de la fusillade après une condamnation en 2009 pour possession illégale d'armes à feu. Une affaire de l'an dernier illustre comment Wright interagit avec les gens. En mai 2024, Wright a été inculpé pour agression avec blessure, trouble à l'ordre public, RICS, et dégradation de biens. Selon une déclaration de cause probable, la police de Minneapolis est intervenue à un arrêt de bus vers 7 h le 16 mai. Le document rapporte que la victime TLB était à l'arrêt de bus lorsqu'une personne, identifiée plus tard comme David Eugene Wright, accusé dans cette affaire, diffusait de la musique forte et offensante. La victime a demandé à l'accusé de baisser la musique ou de mettre des écouteurs. L'accusé s'est mis en colère et a menacé que si la victime revenait le lendemain, il enverrait ses gars après lui. L'accusé a frappé la victime du côté gauche du visage, faisant tomber ses lunettes de vue et renversé son chocolat chaud Starbucks. L'accusé a ensuite délibérément écrasé et piétiné les lunettes de vue de la victime, les endommageant complètement. Maintenant, il semble que Wright ait plaidé coupable à l'accusation d'agression. Les autres accusations ont été abandonnées. Chad, quand tu regardes ce passé, qu'est-ce que ça t'indique? Ça me fait me demander pourquoi Wright est encore en liberté dans les rues. Wright a montré qu'il ne peut pas être placé dans la société sans blesser physiquement, sans faire de mal aux gens. Minneapolis doit faire un meilleur travail pour garder les criminels violents derrière les barreaux, parce que s'ils avaient fait leur travail, cela ne serait pas arrivé. Et la police, il n'y a qu'un nombre limité de personnes qui peuvent réellement le suivre. C'est exact. C'est ça. C'est vrai. C'est une grande ville et Wright n'est pas le seul Dans cette ville, qui fait ça ici. non, toi. Tu sais, c'est ça qui est frustrant. Je comprends. Du point de vue, tu sais, des gens, ils veulent des réponses. Les forces de l'ordre, tu sais, elle a publié ça, l'ordonnance de protection est en place. Qu'est-ce que vous faites? Donc, je vais y revenir. Dans une ville comme Minneapolis, qui s'est montrée très vocale,
Tu sais, sur la question de la réduction des fonds pour les forces de l'ordre et ce genre de choses, quand on commence à réduire le nombre d'hommes et de femmes dans les forces de l'ordre qui sont là pour protéger les gens, on va voir une augmentation de ce type d'attaque. En tant que force de l'ordre chargée de retrouver ce suspect au passé préoccupant, comment vous y préparez-vous? Eh bien, vous savez déjà qu'il a une propension à commettre des actes de violence. Nous savons déjà qu'il est armé avec une arme à feu. Donc, encore une fois, il est fort probable que je ne t'enverrai pas simplement, toi et moi, en tant que policier de patrouille, pour aller là où il se trouve. Il y aura une préparation en place. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois que nous aurons déterminé où il se trouve, je vais faire venir une unité tactique qui a un peu plus d'expertise, plus d'équipement, de formation et des armes avancées pour le mettre en garde à vue, je dirais. Comme je l'ai dit, la famille de Samuel a créé une page GoFundMe en sa mémoire. Parlons-en. Nous sollicitons votre soutien pour assurer que les garçons de Maria soient protégés et bénéficient de la stabilité qu'ils méritent. Toute contribution, qu'il s'agisse d'un soutien financier, de prière ou simplement de partager ce message, aidera à les protéger du poids lourd de ce monde et à maintenir l'amour de Maria vivant dans leur vie. Ce samedi, la famille et les amis organiseront une marche en mémoire de Samuels qui se conclura au commissariat local pour sensibiliser à son affaire. C'est une situation triste, mais on espère que les gens n'attendront pas qu'une telle chose arrive pour quitter des relations similaires. Vous savez que ces allégations soient vraies ou non, ou simplement pour sensibiliser, malheureusement, il faut souvent qu'une chose comme ça arrive pour qu'il y ait un quelconque changement. C'est vraiment, vraiment une affaire triste. C'est vrai, et nous devons tous faire notre part avec nos amis et nos proches, simplement pour les encourager. C'est un bon exemple de ce qui arrive parfois quand on est avec la mauvaise personne, que ce soit en couple ou entre amis. J'ai une pensée pour elle et pour ses deux petits garçons. Chad Ayers, ravi de vous voir. Merci d'être venu. C'est tout pour aujourd'hui dans Sidebar. Merci à tous de votre présence. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, à la prochaine.